Bonjour les amis, vous écoutez La Résistance, les résistants qui parlent aux résistants. Vous êtes nombreux en ce moment à libérer les péages, reprendre les ronds-points, continuez, soyez encore plus nombreux à le faire, il fait chaud, c'est le moment ou jamais. Reprenez les ronds-points, libérez les péages les amis. Aujourd'hui, nous sommes avec les Gilets jaunes constituants du 75, du 22, du 68 et du 59 pour parler des oligarques. C'est notre deuxième live consacré aux oligarques. Pour ce faire, nous sommes avec Nuage Futé, Petit Nuage Futé exactement, du 22. Bonsoir Petit Nuage Futé, comment ça va? Bonsoir la résistance, ça va très bien. Pressée d'en apprendre plus et de faire cette émission et j'espère que vous êtes curieux aussi d'en savoir plus sur nos oligarques. C'est hyper intéressant. Bon alors tu vas nous parler de qui aujourd'hui? Alors moi je vais parler de Patrick Drahi, de François Pinault enfin François et François-Henri le fils et la famille Dassault aussi. On va faire un peu un tour d'horizon de la famille Dassault. Voilà. Ouais, du beau monde. Super. Ouais. Maintenant, on te retrouve tout à l'heure. Maintenant, Gaël du 68. Bonsoir Gaël. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille Gilets jaunes. Ben, moi, je présentais l'oligarque Michel Prébereau. Voilà. Michel Prébereau, oui, ancien PDG de la BNP, c'est ça. C'est ça. Très puissant. Eh bien, écoute, on te retrouve tout à l'heure. Et je signale à la technique Viking du 75 et David du 59. Bonsoir, messieurs. Vous allez bien? Bonsoir à tous. Très bien, très bien. Salut Olive. Ça va Salut. très bien, merci. Bon, super. Merci d'assumer la réalisation. Pour ma part, en tant que gilet jaune constituant du 75, je parlerai de Ramzi Kiroun, de l'avocat Jean-Michel Darrois et d'Iskandar Safa, des gens peu connus, mais extrêmement puissants. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur eux et vous allez voir que ce sont des gens qui ont pas mal de pouvoir. Je te propose, Petit Nuage Futé, de commencer avec la famille Pinault, par exemple.
Ah oui, bah ok. Je pensais commencer par Monsieur Drahi, mais si tu veux, pas de Ah souci. bah Je vais écoute, c'est commencer comme tu par. veux, c'est comme tu veux, comme tu veux. Allez, allez, les Drahi, allez, on commence par Ouais, Drahi. ouais, Ça va plaire ça va c'est plaire à c'est le Wilson. plus short. Ouais. Mais pas des moindres. Ouais, ouais. Alors, Monsieur le roi du câble. Alors, c'est la neuvième fortune de France. Sa fortune, elle est estimée à 12,5 milliards d'euros. C'est le numéro un dans le domaine de la télécommunication. Alors, ce monsieur, il a 4 nationalités. C'est plus pratique pour les affaires, hein, je pense. Donc, il a la nationalité marocaine, française, portugaise et israélienne. Alors, Voilà, tu nous voilà. expliques Euh, pourquoi il a ces euh, nationalités marocaines parce qu'il est né au Maroc, non? Je suppose, c'est ça, ouais. Il est né au Maroc, ouais. Ouais, ouais. de Après, parents profs de maths. Hein. oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Et du coup, il a fait, enfin oui, oui, du coup, il est né d'une famille juive au Maroc. Et à 15 ans, il a quitté le Maroc pour la France. Et du coup, pour continuer ses études, et oui, il a continué après ses études à Montpellier. Et du coup, donc voilà, donc du coup, il a eu la nationalité française après derrière. Et donc voilà, et donc alors actuellement, il vit à Zermatt en Suisse, où il bénéficie du statut privilégié de résident fiscal. Donc en Allez, fait, non, le il bonheur. s'en arrangé pour avoir des nationalités pour vraiment que ça arrange ses affaires. Donc du coup, là, voilà, bah, la Suisse, hein, c'est connu pour ça. Donc du coup, voilà, on a ouais, une petite photo de sa propriété en Suisse. Voilà. Ouais. Est-ce Voilà, qu'on c'est peut sympa. revenir sur ses nationalités? Est-ce qu'on peut revenir sur ses Oui, nationalités? Il a la nationalité israélienne également. Hein. oui, 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 la nationalité israélienne également. Oui, Alors, il est très attaché à l'État d'Israël, il est très attaché, il vit à Tel Aviv, je crois, dans une des tours de luxe de la ville. Et il est propriétaire d'un opérateur, hein, je crois, me oui, oui, souvenir. oui, oui, oui. Oui, oui, je vais en Mm. parler après, mais oui, oui, Mm. oui. D'accord. Et Mm. c'est prévu que j'en Et, parle. et la portugaise, la française, c'est parce qu'il a fait ses études en France. Bon. Et à moins qu'il l'ait eu avant, je ne sais pas, par ses parents qui avaient peut-être la nationalité Oui. française également. Alors ça, par Et, contre, euh, ah ouais. et puis la portugaise, c'est parce qu'il est propriétaire de l'opérateur historique portugais. Oui, 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 bah en fait, c'est ça, c'est pour les affaires à chaque fois. Bon. Donc, D'accord. ouais. Du coup, alors, donc, il a fait école polytechnique et puis après, il a fait l'école nationale supérieure des télécommunications. J'avais oublié de dire ça, ouais, du coup, je sais plus si je l'avais dit. Donc après, à la suite de ses études, donc il s'est lancé, donc il travaille dans la communication, donc il est parti chez Philips. Il travaillait sur les récepteurs satellitaires. Donc il a travaillé 5 ans là-bas. Ensuite, il a rejoint le groupe suédois Kinnevik, une société d'investissement. Et en 93, il crée une société de conseil CMA et il travaille sur le développement des câbleaux opérateurs. Donc en fait, voilà, il continue à apprendre à développer les câbleaux opérateurs. Donc son ambition, c'est de maîtriser tous les outils et de maîtriser enfin, l'outil en lui-même, Internet et les télécommunications. Il veut tout maîtriser de A à Z. Donc voilà, petit à petit, il a grimpé. En 99, il était responsable des activités pour Europe occidentale et méridionale chez UPC. UPC qui était un Donc, câble opérateur. oui, Qui est un câble câble opérateur. opérateur. Ouais. Et c'est là où il va apprendre son métier dans le câble. Oui, ouais, ouais. Il va acheter là-bas pour 330 millions d'euros de câbles opérateurs français. Donc, Mais donc voilà. il a commencé au début avec sa petite mallette commerciale chez UPC. Oui, 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 oui. Mais après, c'est quelqu'un qui est, bah, enfin voilà, on va le voir après, mais enfin, ouais, qui travaille énormément, énormément, énormément. Il n'y a que ça dans la vie. Donc il est prêt à tout pour réussir. Donc en 2000, il fonde le nouvel opérateur avec Énergie et Wendel Fortel.
Mais sauf que bah, du coup, c'était juste avant la lancée d'Internet. Du coup, c'est un projet qui est un peu tombé à l'eau. Donc, il a revendu ses 5% de part du PC et il a fondé sa propre société, le fonds d'investissement Altis. Donc, il possède une holding personnelle, Next Limited Partnership, immatriculée à Guernesey. Alors oui, lui, il est spécialiste des paradis fiscaux, hein, donc voilà, tout son argent est placé ailleurs qu'en France, hein, voilà. Et en plus, il le dit, il exprime régulièrement qu'il n'aime pas la France, hein, donc voilà. C'est pas quelqu'un qui s'en cache pas. Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur ses débuts dans le câble? Et est-ce que tu vas parler de John Malone, par exemple, qui est l'homme qui l'a inspiré beaucoup, c'est-à-dire qui rachetait des câbles opérateurs avec un fort endettement. Ça a été son modèle. Oui, donc, c'est sa façon de faire en fait. C'est de s'endetter pour racheter des entreprises et les revendre par la suite. Ouais. Et donc, quand il a repris, tu vas peut-être en parler, il a repris Numéricable, il a consolidé l'ensemble des activités câbles, pardon. Je ne sais pas si tu vas en parler. Si, t'inquiète pas. D'accord. Ouais. Donc, il a voilà. Du coup, j'allais dire, il a deux principes, la réduction des coûts et le rachat par l'endettement. Donc oui, il y a ça aussi comme principe, la réduction des coûts au maximum. Donc voilà, il n'y a pas de problème s'il faut licencier, il n'y a aucun souci, on licencie. Il n'a pas vraiment d'état d'âme, hein, ce monsieur. Donc en 2002, il démarre sa conquête du câble français et il commence par acheter la compagnie alsacienne Est Vidéo Communication. Et il se retrouve en moins de 4 ans à la tête de 99% du câble français. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne les rachats du fonds d'investissement Altis pour 2 milliards d'euros, donc il y a Numéricable, donc comme tu disais, Nous, France Télécom, Câble TDF, Câble et UPC France et encore d'autres. Et du coup, avec l'aide de 2 autres fonds d'investissement, Sivins et Carlyle, ils rachètent tout ça en 2007. Donc, en 2007. Alors oui, Carlyle, je voulais faire une petite parenthèse dessus. Quand on fait des affaires avec Carlyle, c'est pas anodin. Carlyle, c'est une société de gestion d'actifs mondiaux spécialisée dans le capital investissement qui est basée à Washington. Et donc, cette société-là, elle investit dans l'aéronautique, la défense, l'industrie automobile et les transports, l'énergie, les télécommunications et les médias. Elle fait tout ça. Et elle a fait fortune grâce au rachat d'entreprises endettées en Alaska. Donc, c'était des entreprises qui avaient bénéficié de subventions du gouvernement fédéral à leur création en 71. Et en fait, du coup, ça a été racheté à rien du tout par des investisseurs américains. Et donc, Carlyle a fait sa fortune comme ça, en fait. Et donc, ce qu'on peut rajouter aussi sur Carlyle, c'est qu'il y a quand même une anecdote par rapport au 11 septembre qui est quand même intéressante. Donc, Carlyle, c'est Frank Carlucci, hein, pour ceux qui connaissent pas, Frank Carlucci, proche de Nicolas Sarkozy. Hein. Et donc, du coup, le 11 septembre, à Carlyle, il y avait un conseil annuel comprenant plusieurs centaines d'investisseurs. Et parmi les invités, il y avait le père de George W. Bush, donc ancien président, et Shafig Ben Laden, le demi-frère d'Oussama Ben Laden, dirigeant d'Al-Qaïda. Voilà, donc ce jour-là, le père de George Bush était à une réunion avec le frère d'Oussama Ben Laden. Et donc, c'était l'entreprise Carlyle qui organisait tout ça. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire sur Carlyle. Donc voilà, quand on travaille avec eux, voilà où on met les pieds, quoi. Voilà. Ensuite, en 2003, durant plusieurs années, il investit dans le câble à l'étranger, donc au Portugal, au Benelux, en Afrique de l'Est, et en République dominicaine et en Israël. En 2009, il rachète l'opérateur HOT et il rachète un opérateur mobile, Mears, pour les fusionner en un seul. Donc, en fait, voilà, c'est pour ça il veut tout gérer de A à Z.
Et du coup, il les fusionne pour créer. Alors, si, pour moi, c'était Hot. Ah, j'ai pas noté le nom. Le nom de Oui, ce qui. Si, c'est Hot pour moi. Ouais. oui, c'est Il a... l'opérateur Hot. Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc voilà. Et et du coup, bah voilà, lui, il veut développer la fibre optique en Israël et puis développer tout le câble en Israël, quoi. Voilà. Et sinon, en Il a Israël comme- aussi, il a racheté une chaîne d'information continue, I24 News. Euh, et, et en Israël, il a comme concurrent Xavier Niel aussi, qui est également dans le secteur de la téléphonie mobile. Ah oui, 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 d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, voilà, il a racheté la télévision en collaboration avec Franck Meloul. C'était conseiller en communication de Dominique de Villepin. Voilà. Euh, donc en C'est une chaîne 2009. Hmm. C'est une chaîne très orientée, hein, on va dire, hein. Donc quand même très très pro-israélienne, et Ah qui est bah oui, oui. diffusée sur l'ensemble des réseaux français, et notamment les réseaux d'SFR. Mm, mm. Ouais. Donc en 2009, grâce à ses associations, il s'attaque au réseau des câbles des DOM-TOM, donc il fait la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. Et en 2013, il met en bourse Numéricable. Donc voilà, entrée en bourse en 2013. Et 2014, entrée en bourse de Altis. Donc il place entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros d'actions sur le marché. Il rachète alors 20% des parts en plus de Numéricable, dont il détient du coup maintenant, enfin à partir de ce moment-là, environ 40%. En 2014, Vivendi organise la vente de SFR. Et alors, du coup, à ce moment-là, il y a une hésitation entre Bouygues et Altis. Donc, l'État, lui, il penche plutôt pour Bouygues, au vu de la situation fiscale douteuse de Patrick Drahi. Donc, il y avait Arnaud Montebourg à ce moment-là qui avait fait une déclaration donc qui est assez parlante. Numéricable a une holding au Luxembourg. Son entreprise est cotée à la bourse d'Amsterdam. Sa participation personnelle est à Guernesey, dans un paradis fiscal de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, et lui-même est résident en Suisse. Il va falloir que M. Drahi rapatrie l'ensemble de ses possessions et biens à Paris, en France. Nous avons des questions fiscales à lui poser. Bon, depuis, l'eau a coulé sous les ponts, hein. Le 18 mars, le ministère de l'Économie et des Finances lance une... Ah oui, ils avaient lancé une enquête à ce moment-là. Mais bon, en fait, qui est arrivé pour finalement permettre à Monsieur Drahi d'obtenir SFR? Monsieur Bibi les Macron. borgneurs. Voilà. Donc finalement, ben, ça s'est fait, et puis pas de souci, et puis Monsieur Drahi n'a pas eu de problème particulier. Voilà, voilà. Donc, Bon. pour ce truc-là, alors en Il n'y aurait 2014, pas eu un autrement, pacte de corruption, ouais. d'après toi? Il n'y aurait pas eu un pacte de corruption, d'après toi? Oh Si tu non, me l'aides non, je pour la pense pas. présidentielle, et en contrepartie, je t'aide à racheter SFR, non? C'est une question, hein. Ah, je sais pas, oh, tu crois? T'es complotiste un peu quand même, non? Ouais, 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 bah, c'est plus que du complot, hein. Là, c'est une journaliste d'investigation très réputée qui le disent, hein. Moi, je sais pas, moi. Ah Mais ouais, bon, ouais. continue. Je t'en prie. Non, pas de souci. En 2014, aux côtés de Bruno Ledoux, charmant Bruno Ledoux, il sauve de la faillite le quotidien Libération en investissant 18 millions d'euros. Alors, Bruno Ledoux, c'est le fondateur et actionnaire du groupe Colbert. Il réalise de nombreuses acquisitions en partenariat avec les principales banques d'affaires mondiales, Lehman Brothers, JE Capital, Natixis, et il y a Vinci Immobilier aussi. Enfin bon, voilà. Il est propriétaire d'immeubles à Paris, dont la tour qui héberge Libération. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait accepté d'héberger Charlie Hebdo après les attentats. Voilà. Euh, Alors, il oui, va tu racheter voulais rajouter. l'Express aussi, non? Il va racheter l'Express, Oui, également, je crois. ouais, Alors, c'est après. Ouais.
Juan Branco, dans son bouquin, explique que c'est Hollande qui lui aurait demandé de racheter Libération. En contrepartie, il aurait laissé racheter SFR. C'est ce que. Voilà. Ouais, bah, les copains et les coquins, quoi. Le petit pari. Le petit pari politico-financier. Voilà. C'est ça. Alors, oui, donc oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est l'année d'après, en fait, en 2015, où du coup, il y a le Belge Roularta qui déclare avoir cédé les magazines français les plus importants du groupe, l'Express, l'Expansion, Studio Ciné Live, Lire, Mieux vivre votre argent, Classica, enfin, il y en a d'autres, Pianiste. Voilà. Ouais, voilà. Donc, voilà. Alors, sinon, ensuite, en partenariat avec Next. De quoi? L'Express qu'il vient de céder en partie à son homme de confiance, Alain Veil. Je ne sais pas si tu en parleras tout à l'heure. Oui, bah voilà, bah justement. Ouais. Ensuite, justement en 2015, partenariat avec Next Radio TV, donc le groupe d'Alain Veil, en vue de le racheter, donc BFM TV, RMC et compagnie. Donc, ouais, ça s'est fait après. Et du coup, Bruno Ledoux, il a transformé ses actions, 50% de Libération, en une part qui représente 10% d'Altis Media Group. Et il a investi 14 millions d'euros dans la société, qui possède entre autres Libération, l'Express, le magazine L'étudiant et la chaîne de télévision i24 News aussi. Donc, ce groupe, il pèse plus de 300 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, c'est la caution média. Donc, belle indépendance des médias. Hein. Ouais, c'est la caution média, du moins ce sont des médias qui permettent à Drahi de peser, un tant soit peu, face aux politiques. Hein, comme tous les oligarques puissants, il a des médias. Ouais, c'est ça. Il leur faut toujours des médias, ouais. Donc, oui, alors en 2015, il défend pour la France une réduction du nombre de semaines de congés payés et une augmentation des heures de travail au nom de la compétitivité. Alors oui, hein, de toute façon, c'est son principe, c'est sa façon de réfléchir. Donc lui, les Français, c'est des gros feignants. Vous foutez rien, vous avez trop de vacances, vous êtes trop payés, enfin voilà quoi. Donc je sais pas si vous avez l'impression d'être trop payé, hein, mais puis voilà. Ouais. Je sais pas. Enfin bon, bref. Donc de toute façon, c'est pour ça qu'il préfère les États-Unis. D'ailleurs, enfin voilà, au fur et à mesure de sa carrière, il s'est penché de plus en plus vers les États-Unis. Alors, il devient le premier mécène privé. Ah oui, de l'école polytechnique aussi. Bah oui, non, mais ça aussi, ils soutenir les écoles, ils aiment bien aussi. Ils aiment bien avoir la main sur les futurs arrivants du business. Donc voilà. Ah oui, bah du coup, oui, voilà, c'est pour ça qu'en 2016, Altis rachète le deuxième câble opérateur aux États-Unis, Cablevision, pour 17,7 milliards de dollars. Donc, et ah oui, et à ce moment-là aussi, son nom apparaît dans l'affaire des Panama Papers. Donc, c'est pas le seul, il y en a eu d'autres, hein, par l'intermédiaire de la société panaméenne Jeanville SA, qui a été actionnaire de passage au capital d'Altis en 2008. Bon, bah, de toute façon, c'est pas un secret que comment tout son argent est placé dans les paradis fiscaux et que du coup, monsieur fait de l'évasion fiscale. C'est un secret pour personne. Ni pour l'État, d'ailleurs. On ne dit pas de l'évasion fiscale, on dit de l'optimisation fiscale. Oui, tout à fait. Bah oui, c'est vrai. Pardon, excuse-moi. De la positivité, c'est mieux. Sois correct. Ouais. Alors ouais, donc ah oui, en 2016, il reçoit un doctorat honoris causa de l'université hébraïque de Jérusalem. Hein, voilà, il est adoubé. Donc voilà. Donc sinon, alors oui, alors son grand copain en 2017 avec son grand copain Armando Pereira, il reprend en main SFR. Alors, il reprend en main SFR, ça veut dire qu'il réorganise tout, enfin voilà, qu'il met les mains dans le cambouis et il y va. Donc du coup, en quelques semaines, l'ensemble du management de SFR est débarqué.
Et puis, ils reprennent en main les affaires entourés de jeunes cadres dynamiques et dévoués à leur patron, dont Monsieur Arthur Dreyfus, directeur d'Altis Média, aujourd'hui chargé de piloter la réorganisation en profondeur du pôle Média France. Donc, c'est lui qui s'occupe de la cession de Libération et puis du coup de la réduction drastique des effectifs à BFM TV et RMC. On a vu qu'il y avait eu des manifs là, il n'y a pas très longtemps là. Donc, voilà, c'était lui le responsable. Et il y a aussi Malo Corbin, un ancien spécialiste du secteur des télécoms chez Lazare pendant 10 ans. Du coup, donc voilà, donc oui, enfin, Oui, Lazare, hein, jamais il aime loin. bien, ouais, il aime bien les banquiers d'affaires. Hein. Ouais, Tu pourrais ouais, peut-être ouais, ouais. il a eu pas mal de banquiers d'affaires dans sa garde rapprochée, notamment un de chez JP Morgan. Est-ce que tu vois de qui je veux parler? De chez JP Morgan, non. Qui était chez Bank of America. Bon, ben, continue, je t'en parlerai tout à l'heure. Vas-y. Ça marche. Ouais, donc ils ont la volonté de développer la fibre optique afin d'être autonomes sur le marché. Donc leur slogan, c'est travailler dur, vite et tout le temps. Voilà, au moins c'est clair. Et donc du coup, lui, par contre, il passe beaucoup de temps à visiter les filiales françaises et américaines. Donc il va dans les réunions de marketing, il va au comité de direction. Enfin voilà, il met son nez partout, partout, partout. Et quand ça va pas, il change. Donc voilà, voilà. Et donc en 2018, il divise Altis en deux. Il y a la filiale Europe et la filiale américaine, côté à New York. Voilà, voilà. Donc, Alors, voilà, c'est très intéressant pour lui parce que c'est très intéressant pour lui de côté à New York parce que il sépare en deux sa boîte. Si il y a un pan de la boîte qui s'écroule, le côté Europe, il aura toujours le côté américain. Ah bah, de toute façon, c'est sur celui-là qui compte et enfin, voilà, je pense que oui, oui, tous ses espoirs sont de l'autre côté de l'Atlantique, ça, c'est clair. En ce moment, il se dit qu'il passe beaucoup de son temps aux États-Unis et qu'il délaisse beaucoup l'Europe. En fait, en France, il vient relever les compteurs. Bon, c'est un peu ce ça, qu'il ouais. fait. Ouais. Voilà. Puis en 2019, il rachète Sotheby's, la maison américaine de vente aux enchères, pour 3,7 milliards de dollars. Alors ça aussi, les oligarques, ils aiment bien les maisons les maisons de vente aux enchères. Hein. Ouais, ça, il adore. Tu vas parler de Pinot tout à l'heure, il adore aussi, lui. Oui, on va en parler tout à l'heure, ouais. Voilà, donc voilà, juste pour finir, donc bah, voilà, donc il est adepte de la réduction des coûts. Donc j'ai vu il préfère carrément les trajets low cost aux trajets première classe. Hein, faut vraiment pas coûter cher à l'entreprise. Et puis c'est lui qui a dessiné le premier logo d'Altis lui-même. Enfin, voilà, ça montre sa façon de réfléchir. Et donc, en fait, ah oui, bah, j'ai vu aussi un rapport de l'Assemblée nationale où François Ruffin dénonçait le fait que Botorel, le député en charge du numérique à l'Assemblée nationale, en gros, aménageait un petit cocon pour Monsieur Drahi pour que voilà que toutes les lois s'adaptent à Monsieur Drahi. Je trouvais ça rigolo. Donc voilà, ça tombe bien d'ailleurs. Enfin voilà, on en reparlera plus tard de Monsieur Botorel. Si je comprends bien, tu nous dis qu'à l'Assemblée nationale, il y a un lobby pro-Drahi. C'est ce que tu es en train de nous dire. Pro-Drahi, alors pas spécialement pour Drahi, mais pour ce genre de personnes, pour Drahi et ses copains patrons de médias. Ouais, alors, la spécialité de Macron, c'est pour s'acoquiner et être bien avec les oligarques, c'est de mettre des petits articles de loi qu'on voit à peine et qui profitent énormément aux oligarques. Ça, c'est sa spécialité pour acheter l'oligarchie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, bah, du coup, pour ce qui est du numérique, c'est Monsieur Botorel qui s'en charge à l'Assemblée nationale. Donc, en ce qui concerne Monsieur Drahi. Voilà. Bah, écoute, il va falloir aller voir Monsieur Botorel. Je crois que tu le connais. Bah ouais, il va bien falloir, ouais. Oh, ça arrivera.
Bon. Monsieur Botorel, alors qui est député LAREM, si je comprends bien. Oui, 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 des Côtes d'Armor. D'accord. Bon. Et dont le père, non, c'est quelqu'un de sa famille qui est très, très connu, proche de. Non, 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 c'est Monsieur de chez Martin, lui, c'était le maire de Paimpol, c'est autre chose. Ouais, mais Botorel, c'est un nom connu. Est-ce que c'est un lien avec le Botorel proche Non, de Bolloré? ça Aucun? n'a pas de lien. Bah, des Botorel, il y en a un paquet hein, par ici, tu sais. D'accord. C'est un nom très répandu en Bretagne. Ouais. Ok. Ok, ok. Alors, je parlais tout à l'heure, c'était de Bernard Mourad. Bernard Mourad, c'est un banquier d'affaires qui avait d'ailleurs reçu Macron alors qu'il était inspecteur des finances et qui voulait absolument aller dans la banque d'affaires. Il lui avait dit, oh, finalement, allez plutôt chez Rothschild, vous avancerez plus vite. Hein, Rothschild, c'est un peu le cocon des oligarques, parce que chez nous, vous allez avancer beaucoup moins rapidement. Et Bernard Mourad, qui est devenu par la suite un collaborateur de Drahi, a quitté Drahi pour s'occuper de la campagne de Macron. C'est-à-dire Drahi l'a mis au service de Macron pour sa campagne. Et par la suite, il est devenu, il a dirigé Bank of America pour la quitter récemment parce qu'il estimait ne pas avoir les moyens de pouvoir développer comme il le souhaitait Bank of America. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, bon, on va suivre ça. Voilà, voilà. Bon, écoute, est-ce que tu as autre chose à nous dire sur Drahi? Non, je pense que pour moi, c'était tout. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions, David? Alors, il n'y a pas de question. Par contre, moi, j'en ai une. J'ai entendu parler que Drahi avait fait un prêt, je crois, je sais plus, hein, mais un prêt de 50 milliards, je crois. Combien a-t-il remboursé sur ce prêt? Parce que c'est quand même bizarre, un homme d'affaires qui fait des gros prêts comme ça, mais a-t-il remboursé Alors, je vais quelque te chose dire, jusque alors je ne sais maintenant? pas, peut-être que tu as moi, d'après mes informations, et je parle sous le contrôle de Petit Nuage Futé, à ma connaissance, il n'a pas remboursé grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a tout son staff qui est à son back-office, comme on dit, hein, tous les services juridiques, financiers qui sont à Genève, dans l'ancien immeuble du PC d'ailleurs. C'est d'ailleurs l'équipe du PC qui était dans cet immeuble, dans ses bureaux. Il a embauché les gens du PC, hein, et il a garni toute cette équipe de financiers, de juristes, et qui ont comme mission, je dirais pas principale mission, mais comme mission importante, de renégocier la maturité de la dette, c'est-à-dire le moment où il faut rembourser la dette, et de négocier les taux d'intérêt qui ne cessent de baisser. Il faut savoir quand même que la politique de la Banque centrale européenne lui est très avantageuse. La politique de la Banque centrale des taux zéro, ça avantage avant tout les oligarques, les très riches. Et on en a un exemple flagrant avec Drahi. Donc, il renégocie en permanence les taux d'intérêt et la maturité de la dette, c'est-à-dire le moment où il faut rembourser. D'après mes informations, il va falloir vraiment qu'il rembourse de grosses sommes à partir de 2024. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Petit Nuage, Futé. Ouais, ouais, si, c'est ça, c'est ce que tu dis pour moi aussi. Hein. Ouais, ouais. Ok, d'autres questions? Gaël, est-ce que tu as une question? Non, ça va, j'ai pas de questions. Ils sont là, tous les deux? Bon, bah, écoute, on va passer maintenant, on va passer à Gaël, un petit jingle peut-être, David. Ouais. Ouais, tonton, tu as pris quelque chose, voilà. Je te ramène de temps en temps quelque chose si tu veux. La lumière, elle est juste à gauche. Là. David? Ouais. Bon, Gaël. Merci David. Gaël, tu vas nous parler, merci d'ailleurs Petit Nuage Futé, merci pour cette biographie très intéressante.